Et si le seul témoin d'un crime était un chien, et que personne ne le croyait? Dans un paisible village de montagne, 2 bergers allemands fidèles refusent de laisser l'héritage d'un héros être enterré sous des mensonges. Ce qu'ils découvrent va ébranler tout un service de police et bouleverser tout ce qu'une jeune fille pensait savoir sur son père. Pine Ridge, dans l'Oregon, portait son chagrin comme un lourd manteau en cette fin de matinée d'octobre. La brume s'enroulait à travers les collines boisées comme un regret murmuré, et l'air était froid et humide sur la place du village. C'était une paisible ville de montagne qui faisait rarement la une des journaux, où les familles sculptaient des citrouilles-lanternes à la lueur du feu et où les feuilles bruissaient comme des histoires dans les arbres. Mais aujourd'hui, un silence profond, respectueux et pesant régnait. Les gens s'étaient rassemblés non pas pour célébrer, mais pour se dire au revoir. À l'intérieur de la vieille chapelle, aux murs de pierre couverts de mousse et de tan, l'odeur du cirage du pain se mêlait à celle de la cire de bougie. Des rangées de citadins, vêtus de noir ou de bleu marine, étaient assis, le visage solennel. Certains serraient leurs mouchoirs. D'autres se serraient les uns contre les autres. Mais tous les regards étaient braqués sur le cercueil drapé du drapeau près de l'autel et sur les 2 chiens assis à côté, Valor et Echo. Valor était l'aîné des 2, un berger allemand mâle de 7 ans à l'épaisse robe zibeline rehaussée d'argent autour des oreilles et du museau. Ses yeux ambrés portaient le poids de ses longs états de service, il avait autrefois pourchassé des fugitifs, retrouvé des randonneurs disparus et réconforté des enfants après des accidents. Il était maintenant assis, raide et alerte, tous ses muscles tendus. À côté de lui, Echo, une jeune berger allemand de 5 ans, plus mince et au pelage plus foncé, s'agitait nerveusement. Elle était nouvelle dans l'unité, pleine d'énergie, précise et jamais éprouvée par le deuil. Ils n'étaient pas de simples mascottes. C'étaient des agents canins, les complices de l'homme dans le cercueil, Daniel Maddox, l'ancien shérif de Pine Ridge. Daniel était le genre d'homme dont on se souvenait pour ses petits gestes, aider à dégager les voitures en panne des routes, apporter de la soupe aux voisins âgés pendant les tempêtes hivernales et s'arrêter pour jouer à la balle avec les enfants du quartier alors qu'il était encore en uniforme. Grand, large d'épaules, le visage ridé par le soleil et les tempes grises, il incarnait la confiance. Il était mort, selon le rapport officiel, dans l'incendie d'une cabane alors qu'il effectuait une patrouille en solitaire. La ville y croyait. Il n'avait aucune raison de ne pas le faire, sauf sa fille. April Maddox était assise au premier rang, ses yeux vert foncé gonflés par des jours de pleurs, mais maintenant secs et concentrés. À 17 ans, elle avait la mâchoire têtue de son père et le calme pensif de sa mère. Ses cheveux bruns étaient tressés lâchement sur une épaule, son manteau noir trop grand pour sa silhouette mince. Elle était assise entre 2 tantes âgées qui lui tapotaient les mains, mais April le remarquait à peine. Ses yeux étaient fixés sur Valor, car Valor n'était pas en deuil. Il observait le cercueil comme une menace. Alors que l'orgue funéraire commençait à jouer, les portes à 2 battants s'ouvrirent en grinçant et des porteurs de pattes poussèrent le cercueil dans l'allée. C'est alors que Valor se releva brusquement sans prévenir, juste un aboiement aigu et tonitruant qui résonna contre les murs de la chapelle. Echo se joignit à lui, aboyant non pas en harmonie, mais avec inquiétude. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était de l'insistance, de l'urgence. Des exclamations de surprise emplirent la salle. Une femme serrait ses perles. L'un des plus jeunes officiers, un homme au visage pâle nommé adjoint Landon Champ-Grand, dégingandé et trop vert pour son insigne murmura, « Il faut que quelqu'un s'occupe de ces chiens. » Mais April resta debout. « Laissez-les, dit-elle d'une voix plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Ses tantes tentèrent de la tirer vers le bas, mais elle ne bougea pas, le regard rivé à celui de Valor. Les chiens n'aboyèrent pas sur les personnes en deuil. Ils n'aboyèrent pas sur le prêtre, un homme voûté aux yeux enfoncés nommé Père Harold, qui connaissait Daniel depuis des décennies. Non, Valor et Echo aboyèrent sur le cercueil, et seulement sur le cercueil. L'esprit d'April se retourna. Ce souvenir surgit un mois plus tôt, sans qu'il ne l'ait sollicité. Son père était rentré d'une garde de nuit, l'air secoué. Il s'était assis à la table de la cuisine en silence avant de dire doucement, « S'il m'arrive quelque chose, suis Valor. Il le saura. » Cela avait semblé inquiétant à l'époque.
C'était prophétique maintenant. Tandis que Valor grognait, April fit un pas vers le cercueil avant qu'une main ne l'arrête. Il appartenait au shérif Travis Cole, ancien adjoint de Daniel et nouveau shérif par intérim. La quarantaine, Travis avait un torse en tonneau, une coupe en brosse impeccable et un badge brillant sur la poitrine. Un homme toujours soucieux de maintenir l'ordre, même si cet ordre se fragilise sous la surface. Ce chien est en deuil, dit Travis d'une voix calme mais ferme. Nous tous. April le regarda en clignant des yeux. Il n'est pas en deuil. Il nous avertit. La bouche de Travis se contracta, comme de l'agacement sous son professionnalisme. Il fit un geste vers le père Harold. Continuons. Mais rien dans la posture de Valor ne laissait présager de continuer, sa queue se raidit, ses oreilles dressées. Echo tournait maintenant autour du cercueil, au ras du sol, reniflant à grands coups de nez. April remarqua autre chose, Echo s'était arrêté devant le panneau inférieur du cercueil, donnant de petits coups de patte non pas frénétiquement, mais délibérément. Ce n'était pas un chagrin anodin. De retour chez elle plus tard dans la soirée, April était assise seule dans le bureau de son père. Elle y était retournée avec Echo, qui refusait de la quitter. Valor était resté auprès de l'adjoint Landon conformément au protocole, mais April avait exigé qu'Echo soit temporairement pris en charge, et personne n'avait osé la lui refuser. Elle ouvrit le tiroir du bureau que son père gardait toujours verrouillé. Elle avait déjà essayé la combinaison des centaines de fois, mais ce soir-là, d'instinct, elle composa le numéro de badge de Valor. Ça fit tilt. À l'intérieur se trouvaient diverses notes, de vieux dossiers et un journal relié en cuir. L'écriture de Daniel était familière soignée, tout en majuscules mais sur la dernière page, l'encre était différente, maculée comme si elle avait été écrite à la hâte. Si vous trouvez ceci, ne les laissez pas ouvrir la trappe. Puis la page se déchira. April retint son souffle. Une trappe? Quelle trappe? Echo, allongée à ses pieds, se redressa soudain. Elle s'approcha de la fenêtre, grogna une fois doucement, incertaine puis regarda April comme si elle attendait. Avril ne savait pas encore ce que signifiait la trappe, ni pourquoi les chiens se comportaient comme des soldats pris dans une guerre silencieuse, mais elle savait une chose avec certitude, son père ne reposait pas en paix, et la vérité non plus. Le lendemain matin n'apporta aucune chaleur à Pine Ridge. Le givre recouvrait les toits, et le ciel était d'un gris pâle et silencieux qui ne laisse jamais place au jour. April Maddox se tenait près de la boîte aux lettres devant sa maison à 2 étages défraîchie par les intempéries, les bras croisés pour se protéger du froid. Elle avait à peine dormi, ses doigts sentaient encore légèrement la vieille encre et le cuir du journal qu'elle avait découvert. Echo était assis à côté d'elle sur le porche, la queue immobile, le regard fixé sur l'allée comme s'il attendait que quelque chose se passe. Le chien n'avait pas bougé depuis les funérailles, et Valor avait aboyé toute la nuit chez Landon, d'après un texto de l'adjoint à l'aube. Dans la boîte aux lettres, nichée parmi des cartes de condoléances et une facture de la Compagnie des Eaux, se trouvait une enveloppe toute simple, pas de timbre, pas d'adresse de retour ou juste son nom en lettres noires tremblantes. April retourna à l'intérieur, retira ses gants et l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une seule note, déchirée en haut comme si elle avait été arrachée à quelque chose d'autre. Ne les laissez pas l'enterrer. Un ami. Pas de ponctuation, pas de signature, pas d'explication. April le lut 2 fois avant que le papier ne commence à se froisser sous sa main. Sa poitrine se serra. Cela ressemblait moins à une menace qu'à une supplication. Mais de qui? Et pourquoi maintenant? Elle regarda Echo, qui pencha la tête et gémit du fond de sa gorge. La mère d'April était décédée d'un cancer alors qu'elle n'avait que 10 ans. Depuis, son père avait été tout pour elle, professeur, protecteur, ami. Un lien les unissait, qui se manifestait dans les espaces calmes, dans ses manières tacites de laisser la lumière allumée sur le porche quand elle rentrait tard ou de glisser des mots sous sa porte les jours d'examen. Maintenant, même en son absence, ce lien subsistait. Il aboyait dans le noir. Il murmurait à l'encre. Elle glissa la lettre dans sa veste et attrapa le vieux sac à dos de son père dans le placard. Sa toile était délavée,
ses boucles éraflées. Une odeur de cèdre imprégnait les sangles. Echo faisait les 100 pas près de la porte, comme s'il pressentait la décision d'April avant même qu'elle ne soit prise. Un coup discret la fit sursauter. Elle ouvrit la porte et vit l'adjoint Landon Shaw, debout, maladroitement, Valor en laisse. Il portait toujours sa veste d'uniforme de la marine trop rigide pour sa silhouette élancée, les yeux embués derrière des lunettes embuées. Il refusait de manger, dit Landon en désignant le chien. Il n'a pas dormi, il a juste aboyé toute la nuit, il a réveillé les voisins. April s'agenouilla et ouvrit les bras. Valor se précipita en avant, enfonçant sa tête contre son épaule avec un gémissement sourd. Son manteau était froid à cause de l'air matinal, mais son souffle était chaud contre son cou. Elle prit la laisse sans un mot. Landon s'éclaircit la gorge. Écoutez, je sais que c'est difficile, mais vous devriez peut-être laisser le service s'en occuper maintenant. Il y a une procédure à suivre. Je n'ai pas besoin d'un procès, dit doucement April. J'ai besoin de la vérité. Landon ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il hocha légèrement la tête et retourna à sa voiture, laissant derrière lui la vapeur du pot d'échappement, et le silence. Avril se tourna vers les chiens. Montrez-moi. Echo se précipita vers la lisière des arbres derrière la maison, et non plus en bas de la rue. Valor le suivit sans hésiter. April resserra ses bottes et les suivit à travers l'herbe durcie par le gel, vers les bois qui bordaient la propriété des Maddox. Ils avançaient rapidement, comme un éclaireur, la bravoure constante aux côtés d'April. Les arbres se densifièrent et leurs pas craquèrent sur les aiguilles de pin et les brindilles sèches. Elle n'avait pas parcouru ce sentier depuis des années, depuis son enfance. Elle se souvenait maintenant, son père l'emmenait ici. Un jour, ils avaient campé près d'un abri de chasse délabré, niché entre deux crêtes. Elle l'avait appelé la cabane tordue. Au bout de 20 minutes, il l'avait retrouvée. L'abri de chasse était penché comme toujours, un coin enfoncé dans le sol, les murs couverts de mousse penchant vers l'intérieur. Le toit s'affaissait et la porte restait ouverte, s'accrochant à peine à ses gonds rouillés. Ça sentait le bois mouillé et les objets oubliés. Echo s'arrêta devant la porte, le nez au sol. Elle renifla bruyamment, puis laissa échapper un aboiement aigu. Avril entra. La poussière dansait en fins rayons de lumière, perçant les fissures des murs. Des souris avaient niché dans un coin, leur maison en papier déchiré intacte. Mais autre chose attira son regard, une partie brûlée du plancher près du mur du fond, noircie, éclatée, avec quelque chose à moitié en dessous. Elle s'agenouilla. C'était un tissu vert foncé, déchiré sur le bord, brûlé d'un côté. Elle le sortit et le retourna. Un monogramme était brodé dans un coin, DM, les initiales de son père. Il y avait du sang, séché et brun aux coutures pas une tache, mais des gouttelettes, contrôlées, intentionnelles. Le cœur d'April battait la chamade. Cet endroit n'était pas choisi au hasard. Il avait été choisi. Pourquoi faire? Une cachette? Valor, piégée, était assise à côté d'elle, scrutant les bois au-delà de l'abri, l'oreille aux aguets. Echo restait près de la zone brûlée, tournant en rond, comme si quelque chose était hors de portée. April était assise sur le sol froid, les jambes faibles. Pourquoi l'aurait-on amené ici? Cet endroit. Elle repensa à la lettre, qu'on ne l'enterre pas, mais si l'homme dans le cercueil n'était pas Daniel Maddox, où était son père maintenant? Et qui avait écrit cette lettre? Tandis que les chiens s'installaient à ses côtés, une légère brise traversa l'abri, apportant une odeur de pain et quelque chose de plus subtil, l'huile à fusil. April déglutit difficilement. Ils avaient trouvé le premier indice, mais ils étaient loin d'en avoir fini. La pluie commença juste après minuit, une bruine douce mais persistante rendit la terre de Pine Ridge humide et lourde, comme si la ville elle-même commençait à s'affaisser sous le poids de ce qui avait été caché. Le matin arriva, avec un ciel bas et un brouillard s'élevant des arbres comme un souffle. April Maddox se tenait près de la fenêtre du salon, les bras croisés, observant Valor arpenter la pièce près de la porte d'entrée. Echo était allongé près du feu, mais ne dormait pas, ses yeux s'ouvrant à chaque bruit.
Aucun des deux chiens n'avait touché à sa nourriture. La lettre était toujours sur la table de la cuisine, humide d'un coin à cause d'un verre d'eau non touché. Les doigts d'April tremblaient tandis qu'elle la repliait et la glissait dans la poche intérieure de son imperméable. Son esprit n'avait pas arrêté de s'agiter depuis la découverte de la cabane tordue. Le tissu aux initiales de son père brûlé et ensanglanté était maintenant scellé dans un sac Ziploc et enterré sous son lit. Elle n'en avait encore parlé à personne, ni à la police, ni même à Landon. Non pas qu'elle le cachait, mais parce qu'elle ne savait plus à qui se fier. À 10 heures précises, April arriva au bureau du shérif. C'était un bâtiment trapu en briques au toit en pente et aux boiseries bleues délavées, situé à côté d'un bureau de poste et d'un restaurant dont l'enseigne s'effritait. À l'intérieur, le shérif Travis Cole était assis derrière le bureau principal, entouré de deux agents, l'adjoint Callen Moore, un homme aux épaules larges, aux cheveux clairsemés et au regard constamment méfiant, et l'agent Denise Hammond, une femme plus jeune aux boucles brunes et au ton réservé. Travis, comme toujours, portait son autorité comme une armure. Il était impeccable, poli, son insigne étincelant sur sa poitrine, mais son expression était crispée lorsqu'April entra, flanqué de Valor et d'Echo. « Tu ne devrais pas être ici, » dit Travis sans lever les yeux d'une pile de papier. Avril n'hésita pas, « Je veux qu'on ouvre le cercueil. » Denise haussa un sourcil. Callen laissa échapper un soupir mi-amusement, mi-incrédulité. « Tu plaisantes, dit-il. »« Je ne le suis pas, » répondit April d'une voix tendue. « L'homme dans cette boîte n'est pas mon père. » Un silence régnait dans la pièce, rompu seulement par le bruit de la pluie qui claquait contre les fenêtres. Travis se leva lentement, les bras croisés. « C'est une accusation grave, mademoiselle Maddox. »« Ce n'est pas une accusation, dit-elle. Une demande. Et je ne demande rien. J'exige une pièce d'identité officielle. » Travis s'approcha d'elle à voix basse. « Écoute, April, tu es en deuil. Je comprends. Mais on a suivi la procédure, dossier dentaire, rapport d'incident. Le corps était défectueux, coupa April. Il n'y avait pas de bracelet d'alerte médicale. Mon père souffrait d'arythmie. Il ne l'a jamais enlevé. » Les lèvres de Travis se pincèrent. Valor émit un grognement sourd. Echo resta assis, raide, à côté d'April, les oreilles tremblantes. « Vous laissez l'émotion obscurcir votre jugement, » a déclaré Travis. « Peut-être que tu laisses quelque chose d'autre obscurcir le tien, » répondit April. Sur ce, Callen fit un pas en avant, mais Travis leva la main. « Je vais prendre une décision, » murmura-t-il. « Mais si ça tourne au cirque, je te tiendrai responsable. » Avril fit demi-tour et partit sans un mot. Cet après-midi-là, sous un épais nuage et avec la bénédiction réticente du coroner de la ville, le cercueil fut transféré des pompes funèbres à l'arrière-salle du bureau du médecin légiste. La pièce sentait l'alcool et la vieille peinture. Une table en métal, flanquée de lumières vacillantes, contenait le cercueil scellé. Seule une poignée de personnes furent autorisées à entrer, Travis Callen, le coroner, le docteur Everett Miles, un petit homme âgé aux cheveux blancs raides et aux lunettes épaisses, et April. Valor et Echo étaient assis juste derrière le seuil, retenus seulement par l'ordre silencieux d'April. Le docteur Miles jeta un coup d'œil à son hésitation, gravée dans les rides profondes de son front. « Vous êtes sûr de vous » April hocha la tête. « Ouvre-la. » Les charnières métalliques craquèrent comme des os pliés sous la tension. Le couvercle se souleva lentement. Avant même qu'il ne se lève complètement, April sentit l'inconfort au plus profond d'elle-même. Lorsque le visage apparut, elle en eut le souffle coupé. Ce n'était pas Daniel Maddox. Les traits de l'homme étaient proches, même corpulence, même mâchoire carrée, mais le teint était plus pâle et le nez légèrement différent. L'oreille gauche était intacte, mais Daniel y avait une petite entaille après avoir sauté une clôture de barbelés 3 ans plus tôt, pour poursuivre un suspect en fuite. Et surtout, il n'y avait pas de bracelet, pas de cicatrice au poignet due à l'opération d'April à 12 ans, aucune trace de l'homme qui l'avait élevé. Valor lança un aboiement aigu et guttural. Echo l'imita. Le docteur Miles recula en titubant.
Mon Dieu, jura Trévis dans un souffle. Kellen ne dit rien, mais ses yeux se plissèrent vers April. Avril a parlé la première. Tu le vois maintenant. Réponse, la porte grinça et une femme entra avec hésitation, son parapluie dégoulinant derrière elle. Elle était grande, mince, avec des cheveux blonds vénitiens grisonnants tirés en un chignon lâche. Elle portait un cardigan d'infirmière par-dessus un pantalon, une carte d'hôpital accrochée devant. Son visage était pâle, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. « Désolé de vous interrompre, dit-elle. Je dois parler à April Maddox. » Avril se retourna. « Oui. Je m'appelle Clara Wells. J'étais infirmière de nuit à l'hôpital régional de Brookidge. J'ai vu votre père. » Tout le monde dans la pièce se tourna vers elle. Clara continua, la voix tremblante. « La nuit de l'incendie, on l'a amené. Il était vivant, brûlé d'un côté, conscient. Je m'en souviens, parce qu'il répétait ton nom. April. Encore et encore. » Trévis s'avança. « Et pourquoi ne l'as-tu pas signalé ?» Clara se raidit légèrement. « J'ai essayé, mais l'administration m'a dit d'oublier, que le patient était décédé et que son dossier était traité en privé par le bureau du shérif. C'était toi, n'est-ce pas ?» Trévis ne répondit pas. Les poings d'April se serrèrent. « Pourquoi te manifestes-tu maintenant ?» Les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Parce que j'ai vu la nécrologie, et ce n'était pas lui. Je me souviens de son regard, de la façon dont il m'a serré la main. Ce n'était pas un mort, c'était quelqu'un qui essayait de survivre. » April hocha la tête et se retourna vers le cercueil. Elle ne ressentit pas de choc. Elle sentit la clarté. Ce n'était pas son père. C'était une dissimulation. Et maintenant, enfin, quelqu'un d'autre l'avait vu aussi. Le lendemain matin arriva dans le silence, comme si les arbres de Pine Ridge eux-mêmes retenaient leur souffle. Le ciel était resté un voile de nuages blancs, chargé d'une pluie persistante, et le froid s'était insinué jusqu'aux os de la ville. April Maddox se tenait dans le couloir de sa maison, la lettre de Clara serrée dans sa main. Son esprit repassait sans cesse la scène de la veille, le mauvais corps dans le cercueil, la voix tremblante de Clara, et le silence qui suivit. Valor et Echo étaient assis à ses pieds, immobiles mais alertes. Ni l'un ni l'autre n'avait dormi. Ni l'un ni l'autre n'avait gémi. Ils attendaient quelque chose. April jeta un coup d'œil au sac en cuir posé sur la table. Il était déjà rempli, lampe de poche, gants, le canif de son père et le mouchoir enveloppé de tissu, encore taché de sang et monogrammé. Clara était partie 1 heure plus tôt, les yeux rouges mais la voix posée. Il m'a dit qu'il allait rendre quelque chose, avait-elle dit avant de partir. Un registre. Quelque chose à propos de fonds disparus, de drogue. April avait demandé où avait eu lieu la conversation. Clara marqua une pause, comme si elle hésitait à le dire. Je crois que c'était dans les bois, près du départ du sentier Le Grand Pin. Tu sais, celui près du vieux réservoir d'eau. Avril savait exactement de quel arbre il s'agissait. Le sentier était glissant de rosée matinale et recouvert des aiguilles tombées la veille. Elle avançait rapidement mais prudemment, les chiens la flanquant au écho devant, le nez au sol, et Valor à ses côtés, silencieux mais constant. L'air sentait le cèdre et la terre humide, et plus loin sur le sentier, la pente se courbait en un croissant, là où la forêt se densifiait. C'est là que se dressait le pin gris à un arbre ancien et large d'épaules, dont l'écorce était marquée par des années de foudre et de vent. Son père l'appelait, la vieille sentinelle. Arrivé à sa hauteur, Echo aboya une fois, puis se mit à tourner autour de sa base en reniflant férocement. Valor baissa la tête et commença à gratter une parcelle de terre remuée. April se laissa tomber à genoux et creusa à main nue. La terre était meuble, comme fraîchement retournée. Quelques centimètres plus bas, ses doigts heurtèrent du métal. Elle écarta la terre et découvrit une petite boîte en fer blanc usée par les intempéries, le genre de boîte que son père utilisait pour conserver ses balles de rechange et sa viande séchée lorsqu'il partait en camping. Elle était fermée par des fermoirs rouillés. Elle l'ouvrit avec la pointe du couteau.
À l'intérieur se trouvaient 2 objets, une petite clé USB et un pistolet noir mat. April en eut le souffle coupé. L'arme n'avait pas de numéro de série. Elle avait été limée. Elle en reconnut la forme standard mais celle-ci ne portait aucun marquage, aucune empreinte identifiable, seulement les empreintes digitales de son père, probablement. Et peut-être une de plus. Elle toucha ensuite la clé USB. Elle était froide et lisse. Elle la glissa dans son manteau et ferma la fermeture éclair. Valor émit soudain un grognement pas agressif, mais bas et menaçant. April leva les yeux. Les arbres étaient devenus trop immobiles. Ils rentrèrent à la maison avant midi. April connecta la clé USB au vieil ordinateur portable de son père. Le mot de passe était toujours inchangé, April 17. La clé ne contenait qu'un seul fichier. Elle cliqua dessus pour l'ouvrir. La vidéo était granuleuse, mais suffisamment claire. Elle avait été enregistrée par une caméra embarquée, ou peut-être une caméra cachée dans une voiture de patrouille. Daniel était assis côté conducteur, l'air épuisé, le visage maculé de cendres, les yeux cernés par l'insomnie. En face de lui, sur le siège passager, était assis Travis Cole. Les bras croisés, il avait élevé la voix. « Tu vas tout détruire », siffla Travis. « Tu crois que les fédéraux ne t'enterreront pas avec ?» La voix de Daniel resta calme. « Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es pas la loi. Tu as juste peur. Je vais leur montrer qui a détourné le budget du groupe de travail. » Travis se pencha. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Daniel secoua la tête. « Je sais exactement à qui j'ai affaire. Un lâche avec un badge. » L'écran s'est figé. April fixait la scène, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais vu son père ainsi, acculé, provocateur. Et elle n'avait jamais vu Travis aussi froid. Ce n'était pas de la politique. C'était la guerre. On frappa à la porte. April sursauta. Valor et Echo se levèrent aussitôt. Elle s'approcha de la fenêtre. Dehors se tenait un garçon, une quinzaine d'années, maigre, aux cheveux bruns hirsutes et portant une veste trop grande. Il avait un vélo appuyé contre la boîte aux lettres et tenait quelque chose dans ses mains, une feuille de papier pliée. Elle entr'ouvrit la porte. « Puis-je vous aider ?» Le garçon semblait nerveux, son regard oscillant entre elle et les 2 bergers allemands à ses côtés. « Tu es la fille de Daniel Maddox, c'est ça ?» April hocha la tête. Il lui tendit le papier. « Une dame m'a dit de te donner ça. » Cheveux roux, pull gris, ça sentait le savon d'hôpital. Elle a dit que c'était important. Avril le prit. Le garçon se retourna et s'éloigna à vélo sans un mot. Elle déplia le papier. Une ligne en cursive soignée. Il y en a d'autres enfouies, mais il faut faire vite. Il nous observe. Le cœur d'April battait fort. Elle plia le mot et regarda les chiens. On dirait que ce n'est pas fini. Lorsque le soleil perça les nuages bas au-dessus de Pine Ridge, la ville commençait à s'animer dans un étrange mélange de routine et d'inquiétude. Au loin, le faible bourdonnement des engins de chantier résonnait à la sortie de la ville, près du nouveau centre d'entraînement canin. April Maddox était assise sur le parquet du bureau de son père, Valor blottie à ses pieds et Echo allongé à proximité, ses oreilles frémissant toutes les quelques secondes comme pour capter des murmures provenant d'au-delà des murs. Le feu crépitait dans l'âtre derrière eux, mais April en ressentait à peine la chaleur. Le manteau de son père, sa veste de shérif usée par les intempéries était étalé devant elle. Elle avait fouillé toutes les poches. Elles étaient toutes vides jusqu'à ce qu'elle vérifie la doublure intérieure. Derrière un PAN de tissu déchiré se trouvait quelque chose de petit et rigide, un morceau de papier épais plié. Elle le déplia soigneusement et découvrit, à sa grande surprise, une carte. Ce n'était pas un guide. C'était un dessin à la main, de l'écriture méticuleuse et carrée de Daniel. Des points précis étaient marqués à l'encre rouge, dont 2 correspondaient déjà à des endroits qu'elle et les chiens avaient découverts, la cabane tordue et le pin gris. Mais c'est la 3e marque qui lui coupa le souffle.
Un X rouge était griffonné à côté d'une note, aile de stockage du complexe canin. April fixait le mot, les doigts crispés sur la carte. Le nouveau centre de formation canine était une élégante structure, financée par le gouvernement, construite il y a seulement 3 mois à l'autre bout de Pine Ridge. Il était destiné à moderniser les capacités de recherche et de sauvetage et avait été fièrement présenté lors des réunions publiques. Mais les écrits de son père racontaient une autre histoire. Elle avait besoin d'aide. Quelqu'un qui connaissait la ville. Quelqu'un qui savait où la corruption pouvait bien être enfouie littéralement. Et un seul nom me vint à l'esprit, Lucas Quinn. Il vivait à l'étage, au-dessus de l'imprimerie abandonnée, près de Ménéoac. April ne l'avait pas revu depuis les funérailles de son père. Lucas avait été le meilleur ami de Daniel pendant des années, jusqu'à ce qu'il publie une série d'articles d'enquête sur les détournements de fonds du comté et soit contraint de démissionner de son poste au Pine Ridge Weekly. Il travaillait désormais occasionnellement en freelance pour des médias nationaux, écrivant principalement sous des pseudonymes. Lucas ouvrit la porte, les yeux encore noyés par le sommeil. Il avait la trentaine avancée, était grand et nerveux, avec une mâchoire saillante à moitié masquée par une barbe d'un jour et des cernes sous ses yeux noisettes. Il portait un sweat à capuche gris usé et un pantalon cargo. Une tasse de café noir fumant tremblait légèrement dans sa main. Avril, clignatait-il des yeux. Que fais-tu ici? Elle brandit la carte. J'ai besoin de toi. Lucas la fit entrer sans un mot. Son appartement était encombré mais bien rangé, des livres empilés le long des murs, un tableau en liège orné de vieilles photos et de notes d'enquête. Il y avait des dossiers et des coupures de journaux partout. Mais ce qui attira son attention, ce fut une photo poussiéreuse sur le bureau, son père et Lucas, bras dessus bras dessous, riant à côté d'une vieille voiture de police. « Tu t'enfonces vraiment dans un piège », dit-il après avoir entendu son histoire. Il posa son café et se pencha sur la carte. Ce complexe est plus hermétiquement fermé qu'un coffre-fort. Il faudrait une couverture pour passer la porte extérieure. Et si je n'entre pas par la porte, demanda April. Lucas pencha la tête pour l'observer. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Ton père? J'espère bien, murmura-t-elle. Ils travaillèrent pendant les heures suivantes à planifier. Lucas avait des plans non officiels imprimés à partir d'un site fuité, montrant les plans de construction initiaux. Le complexe comportait un côté, encore en construction, principalement destiné au stockage et à l'accès mécanique. Pas de patrouille, pas de caméra, du moins pas beaucoup. D'après le plan, il y avait un tunnel de service derrière le hangar marqué comme un entrepôt d'obstacles. C'est à cet endroit que le X rouge était dessiné sur la carte. La nuit est la meilleure chance, a déclaré Lucas lorsqu'ils effectuent une rotation du personnel et que les chiens sont enfermés dans les chenils. Ils ne les entraînent pas la nuit. J'aurai besoin de toi pour faire le guet, dit April. Lucas haussa un sourcil. Je ne suis plus aussi rapide qu'avant. Tu as toujours ton appareil photo, n'est-ce pas, sourit-il. C'est normal. Ce soir-là, April portait un jean foncé, la vieille veste de son père bien zippée et un bonnet de laine enfoncé jusqu'aux oreilles. Elle n'emportait que le nécessaire, une petite lampe de poche, un canif, la carte pliée et 2 petits biscuits pour les chiens, au cas où ils auraient besoin de se taire. Valor et Echo se déplaçaient silencieusement à ses côtés. Elle n'avait pas besoin de leur donner d'ordre. Ils comprenaient. Lucas attendait avec son matériel photo dans les buissons, à l'arrière du complexe. Il portait une parka noire et des mitaines, son objectif braqué sur l'entrée arrière. Avril se glissa par la brèche dans la clôture qu'ils avaient repérée plus tôt dans l'après-midi. La nuit était froide et humide, la lune voilée par des nuages à la dérive. Le complexe se dressait tel un monolithe de béton, ses panneaux de verre moderne reflétant étrangement le clair de lune. Elle atteignit l'aile de stockage sans encombre. La porte était verrouillée, mais Lucas lui avait appris à ouvrir les loquets industriels avec un simple tournevis. Elle entra. Echo la suivit, Valor derrière lui. L'aile de stockage était plus sombre que prévu. Des rangées de caisses et de casiers métalliques bordaient les murs. Une odeur de caoutchouc,
de copeaux de bois et de nettoyants chimiques flottaient dans l'air. April scruta la pièce, sa lampe torche passant d'une surface à l'autre. Rien ne sauta aux yeux jusqu'à ce qu'Echo se fige. La jeune chienne leva le nez et émit un grognement sourd, pointant vers le coin le plus éloigné. April s'approcha. Une grande caisse d'équipement se trouvait sous une bâche. Valor commença à la renifler, puis gratta le sol. April retira la bâche. Sous la boîte se trouvait une trappe. Elle s'accroupit, le cœur battant, et l'ouvrit. L'air qui montait était froid et vicié. À l'intérieur, sous la trappe, se trouvait un étroit vide sanitaire, à peine assez haut pour se déplacer à quatre pattes. Valor sauta le premier, Echo derrière lui. April suivit, lampe torche à la main. Au bout du couloir se trouvait une caisse scellée avec des loquets de style militaire. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents, des dossiers estampillés des logos des services, des relevés de transactions, de faux rapports d'arrestation. Elle les feuilleta, la bouche sèche. C'était tout ce que son père avait dû découvrir. Réel, détaillé, explosif. Puis elle le vit sur la dernière page d'un dossier à usage interne, une photocopie d'un bon de commande approuvé par T-Call. Elle ne dit rien. Elle prit simplement le dossier, le glissa dans sa veste et reprit le chemin par lequel elle était venue. De retour dehors, Lucas attendait, son appareil photo prêt. « Tu as compris ?» April hocha la tête, essoufflé. « J'ai tout compris. » Le vent s'était levé lorsqu'April revint à la lisière des arbres, derrière l'enclos canin. Le froid balayait Pine Ridge comme un murmure d'avertissement, faisant bruisser les dernières feuilles rebelles accrochées aux chênes et aux pins. Les nuages, bas et immobiles, voilaient la nuit d'une faible lumière argentée. April s'accroupit juste hors de portée des projecteurs de sécurité, une main posée légèrement sur le dos de Valor tandis qu'Echo reniflait l'air devant lui, les oreilles dressées et la queue raide. Il n'était pas de retour à l'intérieur du bâtiment cette fois, mais derrière, à l'extrémité du complexe, là où le terrain impeccable laissait place à un sol accidenté et à un sol forestier. C'était une bande de terre à laquelle personne ne prêtait vraiment attention, le genre de terrain que les équipes d'entretien n'atteignaient jamais, envahi par la végétation et bosselé. Mais Echo était revenu ici 2 fois depuis leur dernière infiltration, arpentant la pièce, se grattant, gémissant. Il y avait quelque chose en dessous. April resserra ses gants et murmura, « Vas-y, ma fille. » Echo n'eut pas besoin d'être invitée à nouveau. Elle donna un coup de patte féroce au pied d'un vieux hangar. Valor la rejoignit quelques secondes plus tard, ses griffes ratissant des couches de terre sèche et des racines cassées. April sortit une pelle de camp de son sac à dos et commença à l'aider. La terre était plus meuble qu'elle n'aurait dû l'être, fraîchement retournée, même si elle n'avait aucune raison de travailler ici. Après 5 minutes de fouille, ils trouvèrent du métal. April s'agenouilla et dégagea le reste à la main. C'était une trappe carrée, boulonnée à chaque coin, mais déjà desserrée sur les bords, comme si elle avait été ouverte récemment. Elle regarda le chien, le cœur battant. « Nous ne sommes pas les premiers à passer par ici, » dit-elle. Elle tira sur le loquet. La trappe s'ouvrit dans un grincement, révélant un escalier en béton qui descendait dans l'obscurité. April alluma sa lampe torche. Echo avança, agile et silencieux. Valor le suivit, plus large mais tout aussi prudent. L'air intérieur était chargé de moisis, teinté de moisissure et d'une légère odeur d'ozone, quelque chose d'électrique à proximité. L'escalier aboutissait à un passage étroit. Les murs étaient renforcés par des dalles de béton. Le couloir tournait brusquement et débouchait sur une pièce cachée pas plus grande qu'un garage. Sur un mur pendaient des fils rouillés, et un grillage métallique recouvrait le sol, formant un périmètre de clôture basse tension. Au centre de la pièce se trouvait une boîte en fer cabossée, dont les charnières étaient couvertes de crasse. April s'approcha prudemment. Elle contourna la grille par un étroit passage qu'Echo avait trouvé près du mur. Au-dessus de la boîte, sous des couches de poussière et de moisissure, se trouvait un code écrit au pochoir, interne des PD. Elle la déverrouilla. À l'intérieur se trouvait un épais registre noir relié en cuir craquelé, aux bords usés par le temps.
Elle le souleva avec précaution. La couverture était vierge, mais à l'intérieur, page après page, figuraient des noms, des dates, des numéros manuscrits, des listes d'inventaire des services qui ne correspondaient pas aux rapports officiels, des listes de biens vendus ou transférés sans laisser de traces, des transactions entre les forces de l'ordre et des tiers. Certains noms étaient soulignés, d'autres entourés de rouge, et elle en reconnaissait certains, Travis Cole, l'adjoint qu'Allen Murr et 2 juges à la retraite. Elle ne réalisa pas qu'elle tremblait jusqu'à ce qu'Echo presse son museau contre la jambe d'April. Valor montait la garde à l'entrée de la chambre, oreilles dressées et queue basse. Quelque chose clochait. Puis le craquement des bottes retentit au-dessus d'eux. April éteignit la lampe torche. Un faisceau de lumière blanche traversa la cage d'escalier. Posez-le, ordonna une voix d'en haut, la voix qu'elle redoutait le plus. Travis Cole descendit lentement, un pistolet à la main. Il portait un coupe-vent noir, sans marque, son badge de shérif invisible. Son visage était calme, trop calme. Derrière lui, 3 autres hommes en tenue tactique et une femme avec une radio accrochée à son gilet. Tous armés, concentrés. « Je pensais te trouver ici, » dit Travis en entrant dans la pièce. « Tu es vraiment la fille de ton père. » Têtue, imprudente et vraiment gênante. April recula vers le mur du fond, serrant le registre. Echo s'avança devant elle, bas et grognant. Valor se hérissa sur le seuil. « Tu allais enterrer ça, » dit April, le défiant. Travis esquissa un sourire sinistre. « Non, j'allais l'enterrer avec toi. » Quelque part derrière la trappe, un léger clic retentit. Puis une voix grésilla dans un haut-parleur, celle de Lucas. « Souriez, shérif. Vous êtes vivant. » Travis se figea. Quelque part dans les arbres, juste à l'extérieur du complexe, Lucas Quinn était accroupi dans un angle mort, une caméra montée sur un trépied et un point d'accès satellite bourdonnant à côté de son ordinateur portable. Sa voix résonna à nouveau dans le petit haut-parleur qu'April avait glissé dans sa veste. « J'ai ton visage, tes hommes et la fille qui détient les preuves. Toute la ville nous regarde. » L'expression de Travis se déforma. « Espèce de petite. » Commença-t-il, mais avant qu'il ait pu terminer, Echo bondit. La pièce s'agita. April s'effondra au sol, roulant sous la boîte métallique. Echo frappa la femme armée en premier, la déséquilibrant. Valor fonça sur le plus grand des 2 hommes, les dents étincelantes. April recula précipitamment, serrant le registre contre sa poitrine tandis que les balles frappaient les murs. Elle se cacha derrière le placard près de l'entrée, le souffle court. L'autre homme armé cria, « Ce ne sont que des chiens. » Il n'acheva pas sa phrase. Valor le mit à terre, puis le verrouilla sur l'avant-bras. L'arme s'abattit sur le sol avec fracas. April bondit, l'attrapa et la pointa droit sur Travis. « Reculez, » dit-elle, le souffle court. Mais Travis ne bougeait pas. Il tenait son arme basse, le regard froid. Dehors, les sirènes retentirent enfin. Pas celles de la police locale, mais celles de la police fédérale, plus profondes, plus percutantes. Lucas avait fait plus que diffuser en direct. Il avait appelé des renforts. Travis leva les mains. « Tu crois que c'est fini pour moi ?» April ne répondit pas. Elle s'interposa simplement entre lui et les chiens, le registre toujours serré contre elle, et attendit l'arrivée des sirènes. Les sirènes résonnaient comme la voix de la justice elle-même, aiguë, montante, implacable. Elles résonnaient à la lisière boisée de Pine Ridge, tandis que des lumières rouges et bleues peignaient les arbres de couleurs qui transperçaient l'obscurité. Mais sous terre, dans la chambre secrète sous le complexe canin, il n'y avait que le chaos et le grondement d'un souffle. Les hommes de Travis Cole s'étaient dispersés, l'un d'eux inconscient sous la charge de Valor, les autres se retirant sous la menace de la retransmission en direct, toujours diffusée par la caméra que Lucas avait intégrée à la veste d'April. April tenait le pistolet pointé, les mains tremblantes, mais la visée stable. Travis se tenait au centre de la pièce, essoufflé, son arme à moitié levée, mais Valor était déjà en mouvement. Le vieux berger allemand bondit avec un grognement si profond qu'il en fit trembler les os.
Valor percuta Trévis de plein fouet, le projetant contre le mur rouillé. L'arme lui échappa des mains et glissa sur le sol, disparaissant sous une caisse. Trévis poussa un cri étranglé, tentant de repousser le chien, mais Valor agrippa l'homme à l'épaule et le tira au sol. April en profita pour se précipiter, Echo la soutenant en renfort. Puis, de quelque part dans l'obscurité au-delà de la chambre, un son étrange surgit, un petit son humain tendu. Ce n'était ni un cri, ni un ordre, mais un gémissement doux et douloureux, un souffle juste assez fort pour couvrir les grognements. April se figea. Echo dressa l'oreille, sa tête se dirigeant vers un coin éloigné de la chambre, derrière le panneau électrique rouillé, là où le mur de béton paraissait irrégulier. Là, cachée par les caisses et la poussière, se trouvait une seconde porte métallique, à peine visible dans la pénombre. April s'y précipita et tira sur la poignée. Elle était coincée. Echo n'attendit pas, elle se jeta sur la porte, ses griffes raclant le cadre. April trouva un pied de biche près du mur et le cala entre les panneaux. Elle souleva la porte. La porte grogna et céda. L'espace derrière était étroit et bas, pas plus grand qu'un vide sanitaire. À l'intérieur, à moitié recroquevillé, les yeux enfoncés et le visage meurtri, se trouvait Daniel Maddox. April halta et tomba à genoux. Papa. Papa. Oh mon Dieu. Il remua faiblement. Un poignet était enchaîné à une boucle de câble enfoncée dans le sol, son autre main tressauta, essayant de l'atteindre. Ses lèvres étaient gercées. Son visage était plus maigre qu'elle ne l'avait jamais vu. Mais ses yeux étaient toujours les siens, perçants, intelligents, brûlant d'une flamme qui ne s'était pas éteinte. Il parla d'une voix à peine chuchotée. April. Les chiens. On les a, elle s'étrangla. On a les dossiers. Trévis est exposé. Tu vas t'en sortir. Daniel ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit avec effort. Ne les laissez pas faire du mal aux chiens. C'est pour ça que je suis resté silencieux. Ils ont menacé toute l'unité canine, pas seulement Valor. Tous. Ils allaient les mettre à la retraite plus tôt que prévu. Abattez-les. L'estomac d'April se serra. Seigneur. Elle regarda le câble, il était verrouillé avec une simple boucle et un cadenas. Echo s'avança, les dents découvertes, et désigna d'un signe de tête la corde effilochée qui retenait son autre main. Daniel s'effondra dans ses bras à son tour. Elle se tourna vers la sortie et cria « J'ai besoin d'aide ». Des pas résonnèrent dans l'escalier. Lucas apparut le premier, essoufflé, serrant toujours son engin mobile. « April, il est là », dit-il d'une voix brisée. « Il est vivant ». Derrière Lucas se trouvait Clara Wells, vêtue d'une épaisse blouse verte par-dessus sa tenue d'hôpital, ses cheveux gris vénitiens noués en un chignon serré. Arrivée avec l'équipe d'intervention fédérale, elle se faufilait dans le chaos qui régnait au-dessus d'elle grâce à son badge médical et à sa présence. Clara était une femme grande et anguleuse, la cinquantaine avancée, aux mains fortes et habiles et à la voix douce qu'elle utilisait pour calmer soldats et détenus pendant 3 décennies de médecine d'urgence. Elle jeta un coup d'œil à Daniel et se laissa tomber à côté de lui. « Apportez-moi une couverture de survie. » Lucas souleva April pour appuyer sur son épaule. Elle est luxée, et il faut vite augmenter sa glycémie. Il est en état de choc. Clara s'avança rapidement et avec assurance, enveloppant Daniel dans un drap thermique tiré de sa trousse d'urgence. Sa voix resta calme, même lorsqu'elle vérifia ses pupilles et son pouls. April obéit, pressant une serviette pliée sous son bras tandis que Clara la guidait. Ses doigts tremblaient sans cesse. « Il va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Clara ne leva pas les yeux, se contentant de dire fermement « Il a une sacrée raison ». Daniel serra la main d'April. « Je n'ai jamais abandonné. Je savais que tu les entendrais. » Au-dessus d'eux, d'autres voix s'élevèrent. Des agents en uniforme sombre, arborant des insignes fédéraux, apparurent en haut des marches. 2 d'entre eux descendirent, armes baissées, les yeux écarquillés par la scène qui s'offrait à eux, un shérif atténué, coincé sous un chien grognant,
un homme que l'on croyait mort enveloppé dans une couverture, et une adolescente tenant la vérité à deux mains. Valor finit par lâcher prise et se plaça aux côtés d'April. Ses flancs se soulevèrent sous l'effort, mais ses yeux ne quittèrent pas Travis, maintenant assis, ensanglanté et abasourdi, appuyé contre le mur. Echo se blottit contre Daniel, la tête posée sur sa hanche, la queue battant doucement. L'un des agents a parlé dans sa radio. Code 7 confirmé. Nous avons la cible. Victime civile localisée et vivante. Je répète, la victime est vivante. La pièce exhala à l'unisson. April se pencha et murmura à son père, on rentre à la maison. C'était le genre de matinée que Pine n'avait pas connu depuis des années. La lumière du soleil éclairait les toits sans être atténuée par les nuages d'orage ou le chagrin. L'air de la montagne était frais, vif et empli d'une chose depuis longtemps absente, l'espoir. Les rues, autrefois obscurcies par la suspicion, bourdonnaient désormais de conversations. Des chaises longues étaient disposées le long de Main Street. Les anciens sirotaient à nouveau leur café sur leur terrasse, comme si de rien n'était. Mais chacun savait que quelque chose avait changé et cette fois, pour le mieux. Une semaine s'était écoulée depuis la découverte de la chambre souterraine, au sens propre comme au sens figuré. Dans son sillage, les enquêteurs s'étaient abattus sur Pine Ridge tels des faucons. Le registre noir, préservé et scanné dans son intégralité, avait déclenché une avalanche de citations à comparaître, de perquisitions et d'interrogatoires nocturnes. Le shérif Travis Cole fut arrêté pour une série d'accusations allant de l'obstruction à la conspiration et à la détention illégale. 2 de ses complices changèrent presque immédiatement d'avis, et leurs déclarations provoquèrent la chute d'un nom inattendu, le maire Richard Barnes. Barnes était en poste depuis 12 ans, arborant un sourire éclatant et un costume bleu marine impeccable. Grand, charismatique et toujours à la main tremblante, il était le genre d'homme qui ne laissait jamais une séance photo sans élégance. Mais sous ses dehors raffinés se cachait une machine bien huilée de détournements financiers et d'accords détournés qui détournaient des fonds publics de programmes communautaires vers des comptes personnels et, plus grave encore, contribuaient à dissimuler le licenciement et l'euthanasie discret d'unités canines plus âgées jugées non conformes. Il était désormais en détention fédérale en attendant son procès. Daniel Maddox avait survécu de justesse. Après une semaine d'hospitalisation, passé en grande partie sous les soins discrets de Clara Wells et de spécialistes externes, il pouvait enfin s'asseoir sans douleur. Les bleus avaient commencé à s'estomper, mais son regard était revenu à la réalité. Il refusait de manquer la cérémonie. La salle municipale était bondée. Des rangées de chaises occupaient la cour, bordées de pins drapés de rubans, bleus pour les forces de l'ordre, dorés pour Valor et Echo. Un podium en bois trônait au centre, et à côté, une rangée de chaises avait été réservée au nouveau shérif, aux représentants du gouverneur et à un homme qu'ils étaient tous venus voir. Daniel s'avança lentement, s'appuyant légèrement sur une canne, sa veste d'uniforme repassée et son badge poli. Il n'avait pas parlé en public depuis le sauvetage, mais aujourd'hui, avec Valor à ses côtés et Echo fièrement assis à côté, il s'adressa à la foule. Sa voix était calme, mais d'une dureté inouïe. La vérité doit être extirpée du sol. Des rires légers fusèrent. Je ne dois pas ma vie à des hommes de haut rang ou de pouvoir, poursuivit-il, mais à 2 chiens et à une fille qui refusaient d'arrêter de creuser. Il y eut un silence, puis un tonnerre d'applaudissements. Echo, assis à côté d'April, aboya une fois, fort et fier. April, désormais vêtue d'un blazer bleu marine sur mesure et d'un jean, souriait à son père. Elle avait pris une décision le lendemain du sauvetage ou une décision qu'elle n'avait encore révélée à personne, pas même à Daniel. Mais elle s'est manifestée lorsqu'on l'a appelée, serrant la main du nouveau shérif et acceptant une bourse offerte par l'État en reconnaissance de son rôle dans la révélation de la vérité. Je vais faire du droit, a-t-elle dit lorsqu'on l'a interrogée, pas seulement pour arranger les choses ici, mais partout où quelqu'un comme Travis tente d'enterrer la vérité. Clara observait de côté, les bras croisés, le regard embué. Ces années de triage et de traumatisme l'avaient endurci contre la plupart des émotions, mais regarder April parler et Daniel se redresser lui apportait une fierté discrète qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle se tourna vers l'homme debout à côté d'elle, Lucas Quinn.
Il portait un gilet vert foncé sur une chemise grise, son appareil photo nonchalamment en bandoulière. Ses cheveux étaient toujours en bataille et sa barbe clairsemée, mais la lumière dans ses yeux était différente, plus vive. Pour la première fois en 4 ans, il avait relancé le Pine Ridge Weekly sous une direction indépendante. Sur la bannière du site web du journal, et bientôt sur sa première édition fraîchement imprimée, figurait un slogan simple, « La vérité a du mordant ». À la fin de la cérémonie, Echo s'avança avec le nouveau shérif, le capitaine Aliza Grant, une policière discrète mais respectée du comté voisin, venue restaurer la confiance. Elle approchait de la quarantaine, avait les cheveux noirs coupés courts et une attitude ferme mais chaleureuse. Elle plaça une médaille bleue et argent autour du cou d'Echo. Pour son instinct exceptionnel, sa loyauté indéfectible et sa bravoure dans l'exercice de ses fonctions, dit-elle, Echo est par la présente nommé officier d'honneur canin. La foule éclata en acclamations. Echo aboya en remuant la queue. Valor, plus âgé et plus calme, s'appuyait simplement contre la jambe de Daniel, les yeux mi-clos. Il avait fait sa part. Il avait fait éclater la vérité. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, April, Daniel et Clara se tenaient ensemble près du petit jardin commémoratif clôturé où les premières unités canines de Pine Ridge avaient été honorées. April s'agenouilla près de la plaque et y déposa un ruban bleu. « Nous avons presque tout perdu », a-t-elle déclaré. « Mais ils n'ont jamais cessé de se battre pour nous. » « Ils ne cessent jamais de le faire », murmura Daniel en posant une main sur la tête de Valor. « C'est pour cela que nous nous battons pour eux », a ajouté Clara. Derrière eux, Lucas leva son appareil photo. « Souriez, dit-il. Celle-ci est pour la une. » Parfois, les miracles ne se manifestent pas par la foudre ou la séparation des cieux. Parfois, ils se manifestent à 4 pattes, avec leur fourrure et leurs yeux ambrés, porteurs de vérité dans leur silence et de loyauté dans leur souffle. Ce qui s'est passé à Pine Ridge n'était pas seulement la révélation d'une corruption. C'était la révélation d'une vérité plus profonde, l'amour, le courage et la foi peuvent surmonter même les plus sombres tromperies. Daniel fut sauvé non par la force, mais par la foi. April suivit non seulement les indices, mais aussi la conviction placée en elle. Et les chiens Echo et Valor accomplirent leur mission comme guidés par quelque chose de plus grand que l'instinct. Peut-être était-ce la loyauté. Peut-être était-ce l'amour. Ou peut-être, juste peut-être, était-ce Dieu utilisant la plus improbable de ses créations pour protéger ce qui était juste. Dans notre quotidien, nous ne combattons peut-être pas les shérifs ni ne découvrons de secrets, mais il nous est demandé à tous de défendre le bien, d'écouter les autres se taire et de croire même quand tout nous dicte le contraire. Et parfois, lorsque nous le faisons, Dieu nous envoie une aide inattendue. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que des miracles existent encore. Laissez un commentaire. Dites-nous d'où vous regardez. Et surtout, écrivez « Amen » si vous croyez que Dieu agit encore par la loyauté, l'amour et même le courage discret d'un chien. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Abonnez-vous à Kindred Créatures pour découvrir d'autres histoires vraies de foi, de rédemption et de liens indéfectibles.